Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode du Soundcheck Podcast Studio. Toujours en direct des studios de TVC Basse-Lièvre. Très heureux de vous avoir à l'écoute encore aujourd'hui. Le projet prend de l'ampleur, est de plus en plus populaire. Et si vous avez envie d'écouter toutes les émissions de façon gratuite, c'est sur la chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast. Allez vous abonner, activer la petite cloche pour avoir tout le contenu en exclusivité. Sinon, allez vous abonner au TikTok Steven Bilodeau humoriste. Pendant chaque épisode, je vais streamer. Comment on dit ça en français? Vous avez compris. Je vais partager le contenu sur TikTok du tournage. Avant tout le monde, vous avez la possibilité de suivre l'émission. Sinon, abonnez-vous Instagram, Facebook, Soundcheck Podcast. Et pour tout le contenu gratuit, bien entendu, allez vous abonner sur la chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast. Aujourd'hui, très content de recevoir un ancien commandant à moi. Je reçois sur le plateau, et je vous souhaite la bienvenue, le brigadier général à la retraite, Stéphane Lafaux. Merci d'être avec moi aujourd'hui, Stéphane. Merci de m'inviter. Plus qu'il y a de gens avec des grades imposants, plus que j'aime ça. OK. Plus que j'aime ça, parce que j'ai envie de démontrer un portrait de la communauté. Parce que le podcast, Stéphane, comme je te l'ai mentionné, c'est pour humaniser, en fait, les hommes et les femmes qui ont choisi de faire ce métier-là. Et certains ont rentré dans l'armée à une époque où est-ce que la signature du parent était nécessaire. Puis dans ce temps-là, on comprend que la structure du cerveau n'est pas complète, n'est pas... c'est encore en développement. Fait que certains ont fait des choix qui ont pu avoir un impact difficile. Tu as été aux premières loges pour, comment je pourrais dire ça, pour comprendre tous les enjeux, je pense, des hommes et des femmes qui ont servi. Tu t'es retraité comme brigadier général, tu as passé par tous les rangs des officiers, en fait. Raconte-moi pour quelle raison tu as choisi les Forces armées canadiennes. Et en fait, là, je voudrais pas te décevoir, mais je suis rentré dans les forces. C'était un peu un rêve. Je suis issu d'une famille militaire. Mais en même temps, moi, en secondaire 5, je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Puis, j'ai été accepté en sciences pures au cégep de Limoilou. Okay. J'ai été visiter ça, le cégep de Limoilou. Il y a un paradoxe entre sciences pures et cégep de Limoilou. Oui, il y a ça. Puis c'était pas tout dans la pureté. On s'en va visiter ça. Puis j'ai dit, non. J'ai dit, moi, c'est pas fait pour moi. Dans ce temps-là, il y avait l'agora. Où est-ce qu'on fumait de l'herbe? Exactement, oui. Donc, il y avait beaucoup de sciences probablement dans les produits verts qui se développaient. Donc, t'étais en sciences pures, il y avait des sciences et puis moi, j'ai dit non, c'est pas nécessairement pour moi. Là, je m'étais essayé pour le collège militaire. J'avais relativement des bonnes notes, mais dans ce temps-là, ils cherchaient des 92-95% de moyenne générale. Pour rentrer au collège militaire? Ouais, j'étais pas là. Moi, j'étais dans le bas 80, en fait, dans le haut 80, 89, 90, mais pas assez. Est-ce que tu le sais, à cette époque-là, qu'est-ce qui motivait? Puis on en a parlé en pré-entrevue, qu'à chaque fois qu'on a un conflit, la population est motivée par servir les Forces armées canadiennes. À cette époque-là, étant donné le contingentement, c'est quoi la raison qui faisait en sorte que les hommes et les femmes se garrochaient au Collège royal militaire canadien? Ben, dans les années 80, c'était plus compliqué de se placer sur le marché du travail. Le taux de chômage était assez élevé et puis on avait quand même des bonnes publicités à la télévision. Si la vie t'intéresse, enrôle-toi. Puis c'était assez agressif comme publicité pour attirer les gens. Donc, il n'y avait pas nécessairement de conflit. On était en pleine guerre froide. Pour nous autres, là, les Russes, c'était les vilains, le pacte de Varsovie. Et puis, il n'y avait pas de raison nécessairement spécifique, mais c'était une bonne job. C'était reconnu comme une bonne job. Puis, il y a des gens qui avaient de la difficulté dans la société à se retrouver. Puis, quand ils ont essayé les Forces canadiennes, ben ils se sont fait une famille au sein des Forces canadiennes. Fait qu'ils sont rentrés là-dedans. Moi, je suis rentré là-dedans parce que je me suis essayé. À un moment donné, je me voyais pas faire des études, je savais pas où aller. Fait que... Mais tu réalisais que tu avais des capacités intellectuelles, tu avais des capacités d'acquérir des connaissances. Je voulais apprendre comme tout le monde. Je voulais des responsabilités. Mais moi, j'étais issu d'un milieu militaire. Mon père était un sous-officier. Je l'ai connu, il était sous-officier, mon père, là, quand il est rentré comme soldat dans les années 60 au régiment, au 22e, au Royal 22e Régiment. Il a fait ses classes au grade d'adjudant, et puis après ça, il a commissionné comme lieutenant.
Okay. Il s'est ramassé commandant de peloton. Et puis, moi, je l'ai vu là, dans mes années au secondaire. Je voyais mon père, il était ce qu'on appelait G3 de brigade, donc l'officier des opérations de la brigade. Le soir, il était assis à la table de cuisine, puis il écrivait tous les ordres d'opération. Dans ce temps-là, on faisait ça à la plume, sur des pattes de papier. Là. Puis j'étais impressionné par ça. Tu sais, mon paternel, c'était quand même quelqu'un d'important au sein de la brigade, puis ça m'attirait. Puis j'avais toujours un peu vu les militaires. Je faisais partie des cadets de l'armée, le corps de cadets de la base de Valcartier. Fait que quand on allait en exercice, à l'époque, les bataillons prêtaient beaucoup d'équipements. On avait des caporaux qui venaient avec nous autres. On faisait du 2 tonnes et demi. Des fois, on s'amusait aussi. On avait accès, nous autres, au parc des véhicules. Fait qu'on faisait semblant de conduire les Jeeps. On avait des tentes arctiques, les toboggans, tout ça. Fait que moi, j'ai vécu là-dedans. Fait que dans ma tête, carrière militaire, c'était ce qui me branchait. Puis lorsque j'ai vu que ça ne marcherait pas avec le collège militaire, entre-temps, ils ont ouvert un programme, les officiers d'entrée directe. Ils cherchaient des gens, puis à l'époque, tu n'avais pas besoin d'avoir un bac pour rentrer comme officier. OK. Et puis, il y avait une courbe démographique qui faisait en sorte qu'il manquait beaucoup d'officiers dans l'infanterie. Quand moi, je me suis enrôlé. Ça a pris... mon père a signé. Aussitôt que j'ai eu 17 ans, là, j'étais allé au centre de recrutement signer mes papiers. Pour t'en aller pour m'enrôler. Ouais, non, pour m'enrôler comme élève officier. OK. Et puis le sans formation universitaire. Sans formation universitaire. Okay. Puis le deal à l'époque, c'est que, il y en avait besoin rapidement. C'était 10 ans qu'ils te donnaient pour compléter ton... Non, on n'en parlait même pas. Ah oui, il n'y avait pas d'exigence. C'était avant la crise de la Somalie. Fait que donc, à l'époque, il n'y avait pas eu la fameuse étude du chef d'état-major de la Défense, son rapport, où il y avait eu des recommandations à l'effet que tous les officiers allaient avoir des baccalauréats. Mais ça s'est fait. Est-ce que tu te rappelles la raison pour laquelle cette politique-là a été mise en fonction? Je pourrais pas te donner les détails, là, mais définitivement, on voulait avoir un corps d'officiers qui serait éduqué, qui serait on par aussi avec ce que nos alliés avaient à offrir. Là. OK. Donc, on s'est ramassé à un moment donné, un peu tout le monde, c'est les bancs d'école. Mais moi, je suis rentré après mon secondaire 5. J'étais au camp des cadets comme sous-officier. J'ai eu mes 17 ans, j'étais allé signer. Et puis, le 9 septembre, j'étais à Chilliwack pour commencer ma phase 1. Puis, j'ai fait toutes mes phases d'infanterie après ça, de janvier à août. OK. Fait que... Qui t'a... Est-ce que ça a été un choix naturel d'aller vers ta commission d'officier? Est-ce que tu hésitais entre homme du rang officier? Qui t'a renseigné? Qui t'a coaché là-dedans? C'est un peu mon père. Mon père avait vécu les deux réalités. Ouais. Puis je pense qu'il avait identifié que j'avais un certain potentiel. Moi, je voulais des responsabilités dans la vie. Ça, j'ai toujours aimé prendre charge. Donc, j'ai décidé de m'enrôler comme officier. Le déclic s'est fait comme ça. Là. J'ai pas pesé beaucoup les pour puis les contre. Mon paternel m'a beaucoup orienté, m'a parlé des deux facettes. Et puis, j'ai fait mon choix, puis il m'a soutenu là-dedans. Là. Ton père s'est retraité en quelle année? Mon père s'est retraité en 96. À l'époque, mon père était major à Ottawa, au directorat du recrutement. Et puis, quand j'ai été promu major en 96, il m'a dit « On peut pas avoir deux majors la fois dans les forces, donc je prends ma retraite. » Mais lui, il venait d'avoir 35 ans. Donc, tu as servi avec ton père? J'ai servi avec mon père. Là. À Ottawa, j'ai servi avec mon père un peu. C'était quoi le moment le plus fier que tu as vécu avec ton père dans les forces? Disons, quand j'ai gradué, mon père était hyper fier de ça. Et puis, il m'a toujours soutenu, m'a toujours suivi quand j'ai eu des positions de commandement. Il allait sur les parades. On rencontrait mes anciens instructeurs, des adjudants avec qui j'ai servi. Non, j'étais très fier de mon père. Puis, tu sais, quand j'étais lieutenant, à un moment donné, quand je suis arrivé sur la base comme jeune lieutenant, à la base de Valcartier, mais mon père était capitaine adjudant de la base. Donc là, mes chums, ils voulaient tous savoir comment ils étaient parce qu'on était tous en devoir 1 ou 2 fois par année sur la base. Ouais. Officier de service, et puis il fallait se présenter à mon père. C'est lui qui donnait les consignes à l'époque. C'est comme ça que ça fonctionnait. Ouais. Et puis, des années plus tard, mon père s'est rendu jusqu'à commandant adjoint de l'école de combat, ce qu'on appelle maintenant le centre d'instruction. Fait que j'étais très fier de la carrière de mon père qui est parti comme soldat puis qui a terminé comme commandant adjoint d'unité. C'était quoi la réputation de ton père, de ce que tu pouvais en comprendre? Mon père, c'était le gars qui réglait les problèmes. Il était très calme, mon père, nature calme. Un diplomate? Un diplomate,
beaucoup connecté de par son background de sous-officier avec... il était commandant adjoint de l'école de combat, puis il y avait des adjudants qui servaient à l'école de combat, des adjudants-maîtres avec qui il avait été caporal ou sergent. Là. Donc, il y a bien des choses qui se réglaient à son niveau là, pour faire fonctionner l'école. Là. Si je remets ça vers toi, ta réputation dans les forces, c'était quoi? Est-ce que tu as pu en comprendre? Je pense que j'ai été quelqu'un qui avait la réputation d'être accessible, mais j'étais aussi têtu. Je suis devenu têtu avec le temps. J'aime contrôler mes affaires. Est-ce que c'est parce que tu considérais que tu avais besoin d'être têtu dans ta forme de leadership ou tu as compris que d'être têtu allait t'aider à leader les troupes? Dans le sens que, à un moment donné, quand tu es... comment je pourrais dire ça? Quand tu es ouvert à toutes les suggestions et tu es très... comment je pourrais dire ça? Flexible, ça peut sentir comme une insécurité de la part des troupes. Je sais pas si je te mets pas des mots dans la bouche, mais... Ouais. Je pense que, tu sais, tu te souviens, un des principes de guerre, choix et maintien de l'objectif. Fait que, tu sais, nous autres, on a toujours été la force de dernier ressort. On peut pas échouer. Mm-hmm. Donc, à partir du moment où ce que tu as dit, on va gagner, oui, tu peux être ouvert aux suggestions, puis je l'étais, parce qu'à un moment donné, tu peux pas tout contrôler. Le meilleur exemple, là, c'est quand je commandais la 5e brigade. On a été à Wainwright, on a été validé comme QG de brigade, puis on avait 2 groupements tactiques. J'avais un état-major avec de jeunes officiers, des hommes, des femmes, puis j'aimais cette dynamique-là, homme-femme, là, parce que ça amène des idées qui sont différentes, puis c'était très bien ici. Une atmosphère, une ambiance différente. Une ambiance de travail qui est différente, puis les hommes puis les femmes pensent pas pareil lorsqu'il vient le temps de solutionner un problème. Mais cela étant dit, tu sais, moi j'arrivais à dire, OK, voici ce que je voudrais faire. Voici les directives de base que je vous donne. Je pense que ça devrait être le plan. Arrivez-moi avec 3 options. Fait que c'est sûr que par politesse, les jeunes vont toujours inclure l'option du patron. Ouais. Mais bien souvent, il arrivait avec quelque chose de meilleur. Il avait le temps d'étudier le problème, il arrivait avec quelque chose de meilleur. Puis collectivement aussi. Collectivement, une solution collective. On dit souvent à la gang, on sait tout. Fait que collectivement, il m'amenait des options auxquelles je n'avais pas pensé, puis c'est avec ça qu'on y allait. Mais en bout de ligne, tu assumes la responsabilité. Mm-hmm. Puis ça, pour un officier, là, je dois t'avouer que le premier temps où t'es moins en contrôle du terrain, là, c'est quand t'es promu major. Parce que là, t'as des officiers qui travaillent pour toi, t'as un commandant adjoint, t'as 3 lieutenants, t'as été conseillé par un adjudant-maître en plus. Et puis là, c'est eux autres qui font arriver les affaires. Quand j'étais lieutenant-capitaine, avec les pelotons ou avec un charge d'organisation, t'es plus sur le terrain, tu fais arriver les choses. Mm-hmm. Mais là, comme major, il a fallu que j'accepte le fait où ce que... Non, c'est eux autres qui runnent le show. C'est eux autres. L'action se passe à leur niveau. Mm-hmm. T'as donné tes ordres, t'as donné les directives, t'as approuvé. Là, tu t'assois puis tu regardes ça aller. T'as eu plusieurs commandements dans ta carrière. C'est quoi l'épée de Damoclès au-dessus d'un commandant? Parce que le commandant ne peut pas échouer dans son commandement. C'est quoi les conséquences? Parle-moi de ça, de la responsabilité du commandement, puis qu'est-ce que l'armée peut faire pour te retirer ton commandement? C'est des choses qu'on n'entend pas souvent, mais c'est possible dans l'armée de te faire retirer ton commandement. C'est quoi les paramètres? Ben, ça peut arriver, là. Je veux dire, est-ce que tu es compétent tactiquement ou pas? Puis l'armée a beaucoup évolué, puis a pris beaucoup de maturité dans les années qui ont suivi nos déploiements en Bosnie, puis en Croatie, début des années 90. Puis je dis souvent, on n'aurait pas eu les succès qu'on a eu à Kandahar si on n'aurait pas passé par la Croatie ou la Bosnie, où on a appris beaucoup de choses. Là, puis on pourrait dire ça pour toutes les... Oui. Là, on a réalisé avec... tu sais, comme à Gagetown, quand la brigade se déployait, moi, je me souviens, comme jeune major, ben, on était évalué. Là. Au niveau du commandement d'équipe de combat, il y avait des plateaux. Puis on se présentait là avec notre équipe de combat. Mm-hmm. Et puis, il y a un commandant de bataillon ou un commandant de régiment qui était en charge du plateau. Il nous évaluait, là. Est-ce que tactiquement, ça fonctionne ou pas? Et j'ai vu, au cours de ma carrière, des majors qui sont réellement distingués, alors que d'autres qu'on pensait, on pensait qu'ils allaient hyper bien ou que, tactiquement, ils n'étaient pas capables d'assumer ce genre de pression-là. Mm-hmm. Dans les années qui nous ont conduits à Kandahar, on a mis en place le centre d'entraînement au combat à Wainwright. Oui. Les groupements tactiques, les bataillons, les régiments
passais par là. Les gens étaient évalués. C'est la même chose parce que mais tout ça est en entraînement, c'est pas sur le champ en entraînement, mais ça te prépare. Fait que tu veux que tes troupes soient prêtes à aller au combat, puis tu te dois de faire cette évaluation-là. Je vais te donner un exemple. Une de mes décisions les plus difficiles que j'ai eu à prendre comme commandant de bataillon, ça a été de retirer un sergent-major de compagnie de son poste. On entraînait en 2006 cette compagnie-là pour aller à Kandahar. Et là, on voyait bien, il y a des gens qui ne revenaient pas là, de Kandahar. Place-nous en contexte, à ce moment-là, tu étais commandant du premier bataillon. Je commandais le premier bataillon. Tu avais remplacé? J'avais remplacé... Christian Junot? Non, c'était... Guy Laroche? Non, Rifou. Oui. J'avais remplacé le colonel Rifou. Fait que... Parce que là, tu es devenu mon commandant. Exactement. J'étais à compagnie B, peloton 5. C'est ça. Oui. Puis on entraînait à cette époque-là la compagnie C, qui allait aller travailler avec l'équipe de reconstruction provinciale en 2006 à Kandahar. On s'en va à One Right, on commence à évaluer la compagnie, puis même le QG de bataillon était un peu évalué parce qu'il fallait qu'on soit capable là, de se déployer sur une deuxième ligne d'opération. Dans ce temps-là, il disait la première ligne s'en va à Kandahar, la deuxième ligne prête à un déploiement international. La compagnie, à chaque fois qu'elle faisait quelque chose, tactiquement, c'était bon. Tu peux toujours discuter des plans. Tant que tu ne les as pas réalisés pour de vrai, tout est... Mais, tout est théorique à ce moment-là. Tout est théorique. Mais la compagnie n'était jamais prête au combat. Il arrivait, les lumières étaient allumées, les camnettes n'étaient pas montées, les gars n'étaient pas tous camstiqués. Fait qu'il y a des grosses erreurs. Il y avait des grosses erreurs. Tu coaches les gens, tout ça. Puis à un moment donné, tu en viens en réalité de dire, OK, s'il arrive de quoi? Si je fais rien, puis il arrive de quoi? Puis qu'il y a du monde qui ne revienne pas, je ne serai jamais capable de me regarder dans le miroir pour le restant de mes jours lorsque je vais me raser le matin. Fait que j'ai été obligé, là, je n'ai parlé beaucoup avec mon sergent-major régimentaire. Je n'ai parlé avec le major qui ne voulait pas voir cette déficience-là. C'est dur à accepter aussi pour un commandant de compagnie parce qu'il y a une relation. Fait que j'ai pris le call de retirer l'adjudant-maître puis d'en rentrer un autre 3 semaines avant le déploiement. Et je ne regrette pas cette situation-là. Ça a été, je peux te dire que le lendemain matin, là, on est allé déjeuner, là. Il n'y a pas un sous-officier qui voulait me regarder. Ben. OK? Mais je continue de croire que j'ai fait la bonne chose. Comment on fait ça? Comment tu t'es dit, comment je dois arriver à pas perdre mon soldat? Tu sais, parce que t'as un bon soldat entre les mains. Ouais. Parce qu'on le sait, puis je le répéterai jamais assez, là, on passe notre vie dans l'armée. Donc, il y a des hauts, il y a des bas. Ouais. Il y a des situations circonstancielles qui font en sorte qu'un soldat, à un moment donné, peut être moins performant. Oui. Puis si t'as pas une mauvaise personne, là, j'avais beaucoup de respect pour lui. Puis, tu sais, on a eu... Puis cette personne-là là, est décédée. Il a eu un cancer là, dans les dernières années, puis elle est décédée. Mais j'ai eu le temps de me réconcilier avec lui. À un moment donné, on est allé au mess, il y avait une cérémonie, c'était un get-together pour célébrer la carrière d'un de mes anciens sergents-majors régimentaires. Il était là. Je me suis assis avec lui, on a pris une bière, on s'est expliqué, puis on s'est serré la main à la fin. Okay. Mais sur le coup, ça n'aurait pas été possible. Ouais. Ça s'est fait quelques années plus tard, puis je suis content parce que cette personne-là est décédée. Pourquoi il agissait de cette façon-là, ou il agissait pas du tout? Ben, je pense qu'il a compris, il a compris les lacunes, il a trouvé ça rough, mais tu sais, là, on s'en allait pas jouer, là. On s'en allait pas à Gagetown après, là. Non. On s'en allait à Kandahar. Et en plus, je me souviens de la compagnie avait été sélectionnée. Elle avait été sélectionnée. Sur les autres compagnies qui, eux autres, auraient souhaité aussi tomber en entraînement. Pour... Exactement. Exactement. Et puis, donc, moi, ça a été une décision hyper difficile. À un moment donné, j'ai même eu une conversation avec mon sergent-major régimentaire, qui était l'adjudant-chef à Roy, qui est décédé maintenant, là, qui a été électrocuté là, suite à après sa retraite, là. Fait que, J.F. Roy? Non. Hein? Tu parles Mario de Roy. Jean-François? Mario Roy. Mario Roy. Il était un bon sergent-major, mais là, lui aussi, il commençait à sentir la pression. Puis j'ai dit, là, sergent-major, j'ai dit, c'est moi qui vais prendre la décision, mais j'ai besoin de votre soutien, là. Je vais apprendre, là, je vais le prendre, là, le call, puis je vais prendre ce qui va avec. Puis il y a des supérieurs qui sont venus me voir après cet événement-là, des généraux puis des colonels qui sont venus me voir, puis au niveau régimentaire, qui m'ont dit, on est content que tu aies pris la décision. Si tu ne l'aurais pas pris, on l'aurait pris à ta place.
OK? Mais c'était ma job de la prendre. J'ai fait le call pour protéger cette compagnie-là. Fait que ça a été très dur. Mais j'ai eu la chance, je suis content parce que j'ai eu la chance de m'expliquer avec cet adjudant maître-là. C'est plus difficile sur le coup, c'est sûr, parce que sur le coup, là, l'orgueil, tu Ouais. puis quand tu es rendu à cette position-là, puis à ce rang-là, tu as beaucoup d'années de fait, tu as beaucoup de faits d'armes, tu as une réputation. Il y a un adjudant-chef qui est venu me voir, un autre sergent-major régimentaire d'un autre bataillon, puis il m'aurait dit, si j'aurais été votre SMR, vous n'aurez pas laissé faire. Ben, j'ai dit, oui, peut-être. J'ai dit, vous n'êtes pas au premier bataillon. Puis j'ai dit, dans mon bataillon, ultimement, c'est moi qui prends les calls. Et je vis avec. Et j'écoute et je vis avec. Puis ma job, c'était de protéger les troupes. Je vais même dire plus que ça. Si on te confie un commandement, Ça vient c'est avec. parce qu'ils savent très bien que tu es capable de prendre une décision éclairée. Ouais. Tu sais, recevoir un commandement ou porter des grades ou avoir un commandement, là, c'est pas juste à propos là, des points positifs. Là. Non. Il y a du négatif qui vient avec ça. Il y a de la pression. Il y a des décisions difficiles qui vont venir avec. Puis il faut être capable de les prendre. Justement, parle-moi de ton plus grand dilemme éthique. La plus grande décision, ça en est une décision. Ça a été une de mes plus grandes. Comme major, j'ai servi en Irak pendant un an. Ouais, surtout en opération. Hein. Ouais, en Irak, là, j'ai servi là. Et puis, c'était quoi ta position? Ben, j'ai commencé comme observateur des Nations Unies. Ouais. Que j'ai été 6 mois sur un poste d'observation dans le désert. OK? Puis Tu observais quoi? Tu peux c'était le traité de feu, c'était le cessez-le-feu dans la zone de démarcation. Il y avait une zone de démarcation suite à la première guerre du Golfe entre le Koweït puis l'Irak. À ce temps-là, l'Irak était quand même une bonne force là, militaire, bien que c'était fait battre par les Américains, la coalition. Et puis, il y avait une zone de démarcation sur la frontière Koweït-Irak. Et c'est les Nations Unies qui étaient déployées là. Donc, on avait différents postes d'observation qui étaient tous internationaux. Que moi, sur le mien, j'étais le seul Canadien. J'ai servi là pendant 6 mois. Oui. Ça, c'était la base. Puis après 6 mois, ben, tu pouvais demander un transfert dans un des quartiers généraux parce qu'il y avait 2 quartiers généraux régionaux. Et puis après ça, tu avais le quartier général de la mission. Okay. Moi, j'ai pas eu besoin de demander parce que les Canadiens... J'étais le chef du contingent canadien, on était 7. Là. Et puis, on avait... puis après ça, ben, je me suis ramassé comme officier des opérations de la mission. C'est là où est-ce que tu as eu ton dilemme? C'est là où j'ai eu un bon dilemme parce qu'à un moment donné, moi, ma job aussi, c'était de liaiser avec la police koweïtienne. Et puis, une fois par mois environ, on avait toujours des gens, des Irakiens qui essayaient de passer, traverser la frontière puis de s'en aller avec des passeurs, là, s'en aller du côté koweïtien parce que pour demander l'asile. Ouais, pour demander l'asile politique. Mais c'était toute une aventure de traverser ça. Moi, je savais qu'on avait une famille qu'on a cachée pendant... On a caché délibérément cette famille-là pendant 3 semaines. Famille d'Irakiens? Ouais, qui traversait l'autre bord. Puis j'avais un major, mon counterpart, qui était un major de la police koweïtienne, m'avait dit à l'époque, il dit, tu le sais, il dit que s'il arrive de quoi, là, mais qu'on les pogne, s'il arrive de quoi, ça va être de ta faute. Là. Ça va être de ta faute. Les aviez cachés où? On leur avait trouvé un spot dans le désert, là. Okay. Et puis, tu sais, c'est quand un même... genre de camp de réfugiés, dans le fond? Non, même pas un camp de réfugiés, là. On avait monté quelque chose dans un petit abri, là, puis on sait que c'est là qu'ils se cachaient. Vous apportiez de la nourriture, on apportait de la nourriture, tout ça, puis on attendait le bon moment pour les faire traverser avec le croissant rouge. Pourquoi eux? Parce que c'était une famille. Il y avait des jeunes enfants. Puis je pense puis en bout de ligne dans ma tête, me suis toujours dit ça là, tu sais, puis c'est mon père qui m'avait enseigné un peu ce principe-là parce que lui c'est un ancien sous-off là, puis il dit la troupe puis les sous-officiers suivent les règlements. Les officiers, on est payé pour les interpréter. Puis moi je me suis toujours dit en partant de là, ma job c'est de faire la bonne chose. Puis je l'ai fait, j'ai appliqué cette médecine-là aussi dans ma carrière civile à un moment donné où au gouvernement du Québec, c'était facile de dire non. Toujours facile de dire non. Tu rouvres le livre, non. Est-ce que c'est la bonne chose? Puis là, ben, est-ce que tu crées des précédents ou pas? C'est toujours ça là, au niveau gouvernemental. Fait que T'aurais pu créer un précédent. Ben, j'aurais pu les remettre, qui aurait mis peut-être même la mission en péril? Oui, mais mes patrons étaient au courant jusqu'à un certain niveau. Mais c'est moi qui avais la pression. Oui. Puis, s'il y a une tête qui avait roulé, ça aurait été la ça aurait été la mienne. Ouais. Mais on a fait la bonne chose. Puis on a réussi à les traverser. OK. On a réussi à les traverser. Combien de temps vous les avez mis dans une... on les a gardés neutre? pendant 2 semaines, là, un bon 2 semaines. Là. OK. Ça a été assez long. Là.
pour le temps de faire les papiers administratifs pour demander contacter, il faut que tu liaises avec le Croissant Rouge des deux côtés. Ça, tu fais ça discrètement. Tu es pris pour... il y avait aussi... Y a-tu des enjeux de maladie? Justement, dans ce transfert-là, est-ce que le Croissant Rouge se penche sur est-ce qu'il y a de la maladie? Est-ce que c'est. Tu mettre en péril? Non, il n'y avait pas d'enjeu de maladie, puis c'était très humanitaire. Il y a beaucoup d'ONG qui ne voulaient pas travailler avec nous autres. Ils ne veulent pas travailler avec les Nations Unies, là, comme tu le sais, là, pour avoir. Non, je ne le sais pas. Statut. Ah, OK. Non, la plupart des organisations non gouvernementales qui vont fournir soit des soins de santé ou autre chose. La Croix-Rouge, tu le voyais d'ailleurs en Haïti, là, à un moment donné, quand il y a eu le tremblement de terre. Tout le monde se proclamait un ONG, je m'en vais aider en Haïti, arrive là, puis des fois, ils devenaient eux autres même des réfugiés, mais ils n'aiment pas travailler avec le militaire. Ils veulent pas être intégrés à une chaîne de commandement, ils veulent pas travailler de concert avec les militaires, ils veulent garder leur indépendance sur le terrain. C'est un peu le motto là, des organisations. Je comprends c'est quoi les raisons qui pourraient supporter ça. Là. Exactement. Donc, basé là-dessus, il a fallu qu'on arrange tout ça là, au niveau là, avec des gens du côté irakien, des gens du côté koweïtien aussi, mais pour la police koweïtienne, eux autres, ils les voulaient, ils savaient qu'ils étaient à quelque part. On a réussi à un moment donné à les traverser, puis ça s'est bien fait. Puis tu sais, moi, dans ma tête, on a sauvé une famille. Est-ce que tu as encore un contact avec cette famille aujourd'hui? Non. Tu te rappelles pas de leur nom non plus? Non plus. ça fait longtemps. Non plus. Mais les gens n'ont pas idée, comme, tu sais, le peuple irakien, c'est un peuple qui a souffert beaucoup, là. Suite à la première guerre du Golfe, le désert, là où on patrouillait, était parsemé ce qu'on appelait des bombelettes. C'est comme des balles de golf. C'est des explosifs. Les jeunes, ils jouaient avec ça. Une fois par mois, là, on avait un incident où on faisait un casévac. On allait ramasser des Irakiens qui avaient joué avec ça, qui avaient sauté sur une mine. On leur donnait les premiers... En fait, on les traitait littéralement, là. Il y avait des amputations, tout ça. Là. À Kaboul, j'en ai trouvé une balle de golf sur le sentier de course qu'on avait. Puis j'ai fait arrêter tout le monde parce que je suspectais que c'était... Finalement, c'était une balle de golf. Mais ça a été, tu sais, c'était droppé, c'était des bombelettes qui sont développées, qui sont déployées là, au moyen avec des avions, tout ça. Là. Puis ça rebondit partout. Il y en a partout. Puis le désert, comme ça bouge beaucoup, là, avec le sable, les vents, tout ça, ben, il y en a qui... Les jeunes pensaient que c'était des... ça semble inoffensif. Oui, c'est ça. Et ça a été un bon dilemme éthique, comme le fait d'avoir pris une décision de relever un de mes sergents-majors de compagnie. Dans le fond, ce que tu peux dire que la job de commandant, c'est un peu ça. C'est toujours prendre une décision qui peut être favorable pour une chose, mais défavorable pour d'autres. Oui, il faut regarder les précédents que tu crées. Il faut regarder est-ce qu'on est capable de le donner à tout le monde. Mais il faut aussi... moi, je dis qu'il faut que tu commandes un peu avec du cœur. Il ne faut pas que tu oublies qui t'es. Puis qu'à un moment donné, la situation que tu as à gérer, elle pourrait t'arriver. Elle pourrait t'arriver. Tu sais, j'ai eu... moi, j'ai travaillé des deux côtés. Du côté des carrières, j'ai été gérant de carrière 2 fois. Une fois pour les lieutenants-capitaines de l'infanterie, puis une autre fois j'étais en charge de l'organisation des carrières pour toute l'armée de terre, comme lieutenant-colonel. Que mes clients, c'était des lieutenants-colonels, tout ça. Mais quand tu gères des familles, tout ça, puis tu as des couples militaires, il y en a que c'est des fantassins. T'as pas grand place à aller, l'épouse est mutée à Greenwood. Ben, t'as pas grand place pour des fantassins à Greenwood. Là. Surtout dans ces positions. Comment t'organises ça? Que bien souvent, on n'était pas capable de marier les deux mutations ensemble, et puis ça te met sous pression. Là. Comment t'essaies d'organiser ça pour pas perdre un des deux? Parce que les deux ont de la valeur. Tu sais, c'est des gens que tu as entraînés, c'est des gens qui ont contribué. Ils ont l'expérience. Tu veux les garder, ils ont l'expérience, tu veux les garder, ces gens-là. Là. Mais comment tu es capable de concilier tout ça? Fait que ça, c'est compliqué. Est-ce que dans une décision de commandement comme celle-là, c'est le soldat le plus, je vais dire, de par ses compétences, ses spécialités, le plus important qui va toujours primer? Il n'y en a pas un dans ma tête qui est plus important que les autres. Okay. J'ai jamais joué de même. Puis des fois, tu sais, on s'est organisé pour, OK, ben, on peut pas te muter cette année, mais on a une position qui rouvre l'année prochaine. Il va falloir que vous viviez aussi avec l'inconvénient. Puis c'est ça aussi, commander, c'est de dire aux gens, tu sais, il y a des politiques, il y a des règlements en place. Tu l'as choisi, là. On peut pas toujours t'accommoder. Ouais. On va essayer. Puis ta job comme commandant, c'est de pousser
pousser sur la machine pour qu'elle essaie d'accommoder ton monde du mieux possible. Ouais. Mais quand tu es de l'autre côté, à Ottawa, puis à Ottawa, là, c'est pas... Il y a des gens qui disaient tout le temps, quand j'étais dans les bases, quand j'étais dans les unités, ils disaient toujours, à Ottawa, ils comprennent rien. T'es à Ottawa, tous des produits des bases puis des unités, on disait, eux autres, ils comprennent rien non plus. C'est les deux solitudes. Ben, tu sais, il faut qu'on se parle, là, puis essayer de concilier les besoins du service avec les besoins des gens. Prenais-tu des décisions différentes si c'était un régiment anglophone ou francophone? Non. Non, c'est la même chose. Puis j'avais réellement, je dois t'avouer... Même là, si dans les valeurs, dans les mœurs, des fois, il peut y avoir des différences. Il y a des différences. Les Anglais sont plus famille, c'est ça j'avais en tête. Ouais. Non, je pense que tout le monde veut... Tout le monde est famille. Moi, j'ai vu des gens, là, tu sais, tout le monde est famille, puis les familles jouent à gros. Puis quand tu parles de lieutenant-colonel, là, c'est comme des sous-officiers supérieurs, là. Ils ont des familles avec des adolescents. Mm-hmm. Maintenant, en plus, tu sais, puis je suis content que ça soit arrivé finalement, là, tu sais, les femmes sont égales aux hommes sur le marché du travail. Il y en a qui ont des jobs incroyables, là, des époux ou des épouses qui sont pas dans le système. Ouais. Comment tu les accommodes? Tu sais, puis à un moment donné, il y a des gens qui me disent, ben moi, mon épouse a fait 4 fois mon salaire. Mm-hmm. Ben là, tu dois me dire, OK, qui tu veux privilégier? Tu peux pas tout avoir, là. As-tu déjà eu des appels, je vais dire, de politiciens parce qu'une épouse ou un conjoint avait justement une position importante au sein de la province ou du... Non, c'est jamais arrivé. Mais tu as des... Tu sais, puis en bout de ligne, là, moi, je disais toujours aux gens, là, c'est ton choix. Ça, c'est ce que le système te propose. Si tu es sur le plan de succession de l'armée, mais tu vas devoir nous dire si tu veux plus bouger ou si tu veux qu'Ottawa déménage à Edmonton, déménage à Valcartier, ça n'arrivera pas. Mm. Donc, il faut que tu prennes des décisions familiales, de carrière et familiales également. Il faut que tu fasses tes propres décisions puis que tu me dises OK, tu veux faire quoi avec ça? Tu sais, c'est pas... J'ai souvent entendu parler des histoires, surtout pour les grades plus juniors, où ce que des gérants de carrière étaient très puissants et puis eux autres, il n'y avait pas personne à consulter. Mm. Dans l'armée de terre, dans les armes de combat, les régiments ont toutes des autorités régimentaires. Tu consultes les commandants, tu consultes ou les autorités régimentaires selon le grade. Mm-hmm. Tu consultes l'armée aussi lorsque c'est des gens du plan de succession pour t'assurer que les gens qui ont besoin de progresser progressent. Puis sinon, ben, OK, comment tu utilises un lieutenant-colonel qui, lui, il a donné beaucoup, il est heureux comme lieutenant-colonel, puis il peut encore nous donner énormément. Mm-hmm. Ben, comment tu l'accommodes, lui et sa famille? Mais tu sais, ça va le besoin primaire, c'est les besoins du service. Mais là-dedans, il faut que tu considères que les besoins du service est basé aussi sur des individus. Mm-hmm. Tu as besoin de tes gens. Oui. Fait que c'est un gros casse-tête. Tu peux pas te permettre une mise à la retraite de façon prématurée. Non. Pourquoi l'infanterie? Ben, mon père était au 22. Une histoire de famille? C'était une histoire de famille. Moi, quand j'étais dans le cadet, j'étais au 22. C'était un corps de cadet de la base de Valcartier qui appartenait au 3e. Donc, pour moi, le régiment, c'était quelque chose que je connaissais déjà. Il était hors de question que je devienne un blindé ou un artilleur. Pour moi, c'était... ou d'autres métiers. C'était l'infanterie. L'infanterie parce que tu es sur le terrain. Tu fais arriver les choses. T'sais, donc, pour moi, là, c'était hyper important. Et à quel niveau... comme officier supérieur, tu commences à faire de la politique dans les Forces armées canadiennes, qu'on te demande de faire de la politique. Tu fais jamais de politique, des fois. Tu fais pas de politique comme officier. Mais cela étant dit, à un certain moment donné, tu sais, quand t'es promu colonel, 4 barres, là, tu deviens ce que j'appelle un leader de l'institution. Tu peux, comme moi, je commandais une brigade, la 5e brigade à Valcartier. Tu commandes une formation, tu commandes terrain. Tu as des opérations terrain, tout ça. Mais tu es aussi un des dirigeants de l'institution. Il faut que tu penses au développement de l'institution. Donc, c'est à partir de ce moment-là où ce que tu dois penser plus grand que juste l'aspect tactique ou opérationnel. Ouais. Tu es réellement au niveau de l'institution, tu commences à développer cette pensée stratégique-là. Quand tu rentres dans les grades d'officiers généraux, ben là, c'est sûr que tu deviens un leader, beaucoup plus un leader de l'institution. C'est comme, tu sais, à un moment donné, tu peux être bien bon comme ouvrier à faire une pièce X, Y ou Z sur une chaîne d'assemblage.
Quand tu deviens contremaître, tu n'es plus sur la chaîne d'assemblage, tu es à côté. Tu deviens de moins en moins familier avec ce qui se passe à la chaîne d'assemblage. Puis plus que tu montes, si tu deviens cadre, ben, tu t'éloignes un peu. Mais ta portée de gestion a grandi. Puis à un moment donné, ben, en portée de gestion au niveau du gouvernement, de l'armée, ben là, tu penses à l'institution. Quand tu es cadre, tu deviens un ambassadeur. Puis il y a des choses aussi, c'est important de développer aussi des contacts. Puis au Québec, on n'est pas assez fort là-dessus. Je regarde dans l'armée ce qui se passe à Toronto. Quand moi, je commandais la 2e division, j'écoutais mon confrère qui commandait la division, la 4e dans l'Ontario. Eux autres, là... Qui est une unité de réserve? Non, la 4e division, qui était toute la division là, pour la province de l'Ontario. Okay. Moi, j'avais le même job au niveau du Québec. On était 2 réalités différentes. Là. Les honoraires, tous des hommes puis des femmes d'affaires à Toronto, c'est puissant. Ils ont développé Canada Company. C'était réellement, tu sais, c'était un monde où ce que le civil puis le militaire se côtoyaient, mais c'était pour le bien de l'institution. Au Québec, on a une approche où ce qu'il y a toujours une relation amour-haine. Je trouve le Québec a toujours cette relation amour-haine avec ses militaires. Donc, on les supporte, on les aime, ils viennent ramasser. Il y a des inondations, les boys, les filles sont là, viennent ramasser les poches de sable, tout ça. Puis en même temps, quand c'est fini, on va retourner dans vos casernes, puis moi, je me suis fait à Winnipeg, là, je commandais une compagnie, on était sur les inondations en 97, là, à Winnipeg. Tout le monde, les militaires, ont rentré dans Tim Hortons, là. Je pense pas qu'on payait rien, là. J'ai pas vu ça au Québec, là. Même dans des opérations, là, je n'ai pas entendu parler, là. Mais au Canada anglais, ils sont très fiers de leur armée, ils sont très fiers de leur force. Québec, c'est plus anecdotique. Ça m'est arrivé. Anecdotique. Il y a du monde, tu sais. C'est comme quand tu vas aux États-Unis, là, tu es dans les aéroports, tu te promènes en combat, tu te fais accrocher. Merci pour votre service, tout ça. Ouais. Je l'ai pas vu souvent, ça, au Canada, là. J'en ai vu quelques-unes, mais pas beaucoup. Stéphane Lafaux, aurais-tu aimé ça être politicien? Oui, mais j'ai pas le... J'étais un peu... j'aurais pris les commentaires trop personnels. Et, trop sensible? Ouais, sensible. Ça serait venu me chercher, puis il y aurait eu des débordements. Puis pourtant, il y aurait eu des débordements, mais j'ai fait... Tu sais, dans ma carrière civile, après, là, quand j'avais soit le ministère quand j'étais sous-ministre associé au ministère des Transports ou avec la Société des traversiers, tu sais, même à la ville de Lévis, jusqu'à ma retraite, l'arrimage politico-administratif, je l'ai vécu, là, essayer de concilier les besoins de nos politiciens, leurs directives stratégiques, avec quand nous autres, on est capable de la faire volonté de rester au pouvoir. Mais, tu sais, à un moment donné, c'est dur aussi, là. C'est dur. Puis je regardais nos politiciens aller, là. Moi, là, aller faire des repas spaghetti tous les vendredis, aller dans un bingo, aller serrer des mains, tout ça. J'aurais pas eu ça. J'aime ça parler aux gens, mais c'est un engagement qui demande énormément. J'ai beaucoup de respect pour nos politiciens, puisqu'on leur fait subir des fois le traitement, là, parce que la majorité des gens que j'ai rencontrés sont là pour des bonnes raisons. C'est un service en soi. C'est un service en soi. Pas un service militaire, mais c'est un service à la population. Puis autant de sacrifices qu'un service militaire, tant qu'à moi, c'est mon opinion personnelle. Mais tu as subi dans les rangs aussi des gens qui critiquaient ton commandement. Tu sais, que ce soit du jeune soldat qui rentre jusqu'à un adjudant-chef. Tu as fait face à ça, tu as vécu avec ça, puis tu étais capable de dealer avec ça. La politique serait sensiblement la même chose? Ben là, la politique avec les médias sociaux, là, c'est de plus en plus agressif. Là, c'est pas la même. C'est pas la même chose. Là. Mais même sur les médias sociaux, à un moment donné, quand je commandais la 2e division, on avait pris des décisions, puis des jeunes qui manifestaient leur mécontentement à ces médias sociaux. Puis ça, c'est sûr que moi, j'ai trouvé ça dur à accepter parce que je suis issu d'une famille militaire. T'sais, j'ai appris très jeune que on critique pas la main qui nous nourrit. Puis on est loyal envers l'institution, on est loyal envers nos patrons. Et cette nouvelle tendance de tout critiquer, des fois, je trouvais ça dur un peu. Là. Est-ce que tu crois que nous, la communauté des vétérans, on aurait avantage à arrêter de se critiquer sur la place publique? Parce qu'on fait mal à l'institution, on fait mal... Est-ce que tu vois le lien que je fais? Parce qu'il y a beaucoup de vétérans présents, puis surtout présentement parce qu'il y a, je vais dire, un conflit économique avec les Américains. Ouais.
on voit que la communauté est déclenchée de plusieurs façons. Puis sur les réseaux sociaux, ça se prend à partie. Je ne suis pas certain nécessairement que ça a un plus-value pour l'institution, puis ça a un plus-value pour... tu l'as dit, au Québec, on n'a peut-être pas nécessairement la meilleure des presses. Ça ne nous aide pas non plus dans ce sens-là d'être sa place publique à essayer de faire, je veux dire, de la politique de bas étage. Est-ce que tu crois que, comme vétéran, on aurait avantage à ne pas faire de la politique, même une fois la carrière terminée, pour pas nuire à l'institution? Je sais que je pogne un raccourci. C'est un gros... c'est pas un raccourci, là, c'est un grand détour. Tu peux pas empêcher quelqu'un puis, de faire de la politique. Je connais d'anciens officiers qui Je veux juste essayer de conscientiser les gens. Ouais. Cela étant dit, je pense que, moi, en tout cas, personnellement, je crois qu'on a un certain devoir de réserve comme vétéran. Dans le sens que c'est bien d'amener de l'argumentation positive, constructive. Tu as le droit de pas être d'accord, mais il faut que tu fasses attention sur les forums. Tu sais, à un moment donné, je regardais lorsqu'il y a eu... ça m'a extrêmement déçu, lorsqu'il y a eu les manifestations des camionneurs. Oui. Là, il y avait un paquet d'anciens militaires qui étaient sur la première ligne lorsqu'ils ont décidé finalement de faire l'opération, le nettoyage avec des forces policières. Oui. Tu avais des anciens militaires de première ligne qui s'identifiaient, tu avais des vestes veterans, tout ça, puis des bérets. Il dit ça, c'est pas mon armée, ça. C'est pas mon armée. Tu as le droit de pas être d'accord, mais je pense que tu dois avoir quand même un certain devoir de réserve, puis surtout de travailler. Je pense que les vétérans, on a un devoir de travailler sur notre propre réalité. Comment on prend soin de nos vétérans? Comment ils ont droit à des services, ces gens-là? Ça, c'est hyper important de travailler à mousser ça, de travailler à faire à mousser la situation de certains de nos vétérans. Il y en a que c'est des itinérants. Ça n'a pas de bon sens, là. Non. Donc, comment... Surtout connaissant la loi sur le bien-être des anciens combattants, ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas exister, là. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'on devrait travailler. Si on veut faire de la politique, ben tu peux te faire élire. Oui. Tu sais, puis si la population t'élit, t'as pas besoin de te promener avec ton béret puis ta veste, là. Je veux dire, je pense qu'il y a un certain décorum à avoir. Oui. On a cette responsabilité-là pour pas que nos vétérans se fassent marginaliser parce qu'il y en a quelques-uns qui ont des comportements ou des propos qui sont complètement inacceptables. Qu'est-ce que tu penses de l'idée, parce qu'on a tous signé, en tout cas, je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé, la réserve supplémentaire. Tu te souviens de ça? Hein? Il y a de la réserve, puis la réserve supplémentaire. Ouais. Ceux qui sortent, on demande si éventuellement tu voudrais faire partie de la réserve supplémentaire, mais c'est pas un engagement qui est réel du moment où est-ce que la réserve supplémentaire n'est pas mis de l'avant. Qu'est-ce que tu crois d'engager nos vétérans, ne serait-ce qu'une journée par mois dans une organisation comme celle-là, la réserve supplémentaire? Est-ce que tu penses que ça pourrait garder, leur esprit d'appartenir à une famille, leur esprit de vouloir de servir encore, puis de les garder... comment je pourrais dire ça? Solidaire envers l'institution. Est-ce que tu penses que ça pourrait être une bonne idée d'engager la réserve supplémentaire dans des activités, ne serait-ce que une fois par mois? On l'a jamais mobilisé, hein, notre réserve supplémentaire, donc il demande ça. C'est pas concret pour personne. C'est pas concret, donc dire que tu es sur la liste, ça... Je veux dire, les gens y croient plus ou moins, puis à un moment donné, ben après 2-3 ans, ils croient plus. Ils sont là-dedans. À quoi ça servait, la réserve supplémentaire? En cas de conflit, tu pouvais l'activer justement pour renflouer les gens. Comme un peu la conscription? Tu pouvais être rappelé. Tu sais, durant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des gens qui pouvaient pas... des militaires qui n'étaient pas capables d'être déployés parce qu'ils avaient été blessés durant la Première Guerre mondiale ou tout ça. Mais ils ont servi durant la Deuxième Guerre mondiale dans les quartiers généraux au Canada, dans des écoles. Ils ont encore beaucoup de choses à donner. Mais pour ça, il faut quand même que tu sois, tu sais, je vais employer le terme current, avec qu'est-ce qui se fait, là. Oui. Tu sais, fait qu'il faut faire attention à ça. Moi, je suis beaucoup plus pour dire, puis nos unités de réserve au Canada, là, font des choses fantastiques. Mais Dieu, qui ont besoin de cadres. Parce qu'à un moment donné, tu sais, quand tu es un jeune sergent dans la milice, dans la réserve, là, je l'ai vécu, je regardais l'état de la 34e puis 35e brigade au Québec, là, quand j'étais commandant de la division, puis on manquait de jeunes caporaux-chefs, de jeunes sergents. Parce que ces jeunes-là, ils avaient payé leurs études, puis c'était commis, c'était même déployé
avec la force de réserve. Mais là, il arrivait à un point où là, j'ai une job, je suis rendu avocat dans telle firme, j'ai une famille à la maison, puis là, il faut que je me présente tant de fois par mois à l'unité. Mais d'un autre côté, on avait tous ces vétérans-là qui sont pas si vieux que ça en bout de ligne, qui quittent, puis on n'a pas assez fait de publicité pour dire « Hey, tu voudrais-tu aller servir avec les fusiliers Mont-Royal? » On pourrait te reprendre. Puis il y en a qui l'ont fait, là. Puis c'est même devenu des sergents-majors régimentaires. Puis c'est des gens qui ont énormément d'expérience à amener. Que ça, moi, je suis beaucoup plus pour ça. C'est beaucoup plus concret. Puis ça te permet, comme ancien militaire, de rester à jour avec les équipements. Donc, tu verrais... puis là, encore là, on n'a pas de structure là-dedans, mais tu verrais, mettons, un vétéran se greffer à une unité de réserve pour supporter les opérations. Tu transfères, puis ça devrait être un transfert qui... Et d'avoir des règles universelles de service qui sont assouplies, bien entendu, parce que c'est tous des gens qui... il faut faire attention aussi, justement, là, puis ça a toujours été un peu le dilemme d'un force, tu sais, quand on regarde l'universalité de service, quand on faisait les nouveaux tests physiques, là, tu fais ça, c'est le fun quand t'as 20 ans, c'est le fun quand t'as 30 ans. Moi, les derniers que j'ai faits, j'étais au-dessus de 50 ans. Tu ris un peu moins, là. T'as beau te garder en forme. Tu sais, l'adjudant-maître, là, qui a 35 ans de service, puis qui essaie de les faire, puis on leur demande, puis par orgueil, on va le faire. On est raqué en tabarnouche le lendemain. Et des fois blessé. Et des fois blessé, là. Donc, je pense qu'il y a moyen, dans certaines conditions, peut-être d'assouplir, surtout pour les... J'ai l'impression que si on engageait davantage certains qui souhaitent encore, comment je pourrais dire ça, s'habiller en vert, je pense qu'on aurait moins de gens dans les clubs de moto. Je pense que si on récupérait ces gens-là, puis il y en a beaucoup qui sont invalides là-dedans, puis qu'on leur donnait une responsabilité, ne serait-ce qu'une petite responsabilité, le sentiment d'appartenance pourrait faire un effet énorme sur... Ça, c'est mon expérience personnelle, c'est mon échantillonnage, là. Mais pas nécessairement de passer au travers de la réserve supplémentaire, mais de contribuer d'une certaine façon à rester... Pour ceux qui veulent, là, parce qu'il y a les associations... C'est ça, les associations régimentaires, je regarde même, il y a une association là, la nôtre, Royal 22e Régiment, t'as l'association, mais c'est un peu des fois mal compris. Les jeunes, puis on a des jeunes qui libèrent à 30 ans, puis eux autres, ils se sentent pas interpellés par ça. Donc, comment t'es maintiens dans le giron? Comment t'en prends soin de ces vétérans-là? Comment ça coûte, là, aussi, là, mais ça aurait le mérite, quand tu regardes les besoins qu'on a, ça aurait le mérite d'être exploité un peu plus. Là. Mais moi, j'aime l'idée d'engreffer certains avec des unités de réserve sur une base volontaire pour supporter. Puis la rémunération, on le verra. Puis on l'offre. Puis dans les briefings, bien souvent, tu sais, on le dit aux gens, t'as-tu pensé à joindre la réserve? Mais il n'y a rien de mieux qu'un réserviste pour aller recruter quelqu'un là, au lieu de quelqu'un aux libérations, dire t'es-tu intéressé? Là. Mais je pense pas agressif dans notre approche. Certains, c'est l'engagement, la responsabilité, puis de maintenir, mettons, une assiduité, tu sais, parce qu'il y en a qui ont beaucoup de problèmes physiques, des problèmes mentaux, des problèmes situationnels, qui fait en sorte que ils ont un comportement adéquat dans leur vie, mais si tu leur demandes toujours une assiduité comme on nous demandait dans l'armée, c'est quelque chose que peut-être qu'ils ne sont pas capables d'offrir. Anyway, on brainstorm là-dedans. Je vais demander à la régie, JF, si tu es capable de me mettre une première photo de Stéphane en uniforme. Et voilà, celle-là. Stéphane, je t'interpelle sur cette photo. Belle photo. Beau garçon. Écoute, je suis fier pour toi sur cette photo-là. Merci. Je suis fier pour toi. On voit, puis pour les gens qui sont néophytes, là, tout ça, c'est des médailles, sauf que c'est des petits rubans, parce que tu veux-tu expliquer aux gens quand est-ce qu'on porte des médailles, quand est-ce qu'on porte des rubans? En fait, sur les cérémonies, normalement, on va porter les médailles. Là, les funérailles, même chose. Là, les cérémonies officielles. Puis en temps normal, là, parce que il y en a qui travaillent dans cet uniforme-là bien souvent. Là, où tu dois porter ta tunique, là, tu portes juste les rubans. Dans un dîner protocolaire, un mess dinner qu'on appelle? Un mess dinner, c'est ton mess kit. Tu vas porter les médailles miniatures. Oui. Ceux qui n'ont pas de mess kit, là... Mess kit, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est comme une tenue de messe, là. Tuxedo rouge. C'est comme un tuxedo rouge, là. Pour l'armée de terre, là, on aime bien le rouge. La force aérienne, c'est bleu. C'est vrai.
Puis il y a du noir pour la Navy. C'est ça, Ouais. exactement. Mais bien souvent, là, c'est surtout au niveau des cérémonies que tu vas porter tes médailles. Et en temps normal, comme à Ottawa, là, beaucoup de monde travaille en tunique. Là, Ouais. ben, tu vois, quand tu mets ta tunique, c'est comme un veston-cravate en bout de ligne. Là. Mais là, tu ne portes que tes rubans. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu que signifient tes décorations? Ah mon Dieu. Mais celle en haut, c'est l'ordre du mérite militaire. Donc, moi, je suis officier dans l'ordre du mérite militaire. Ouais. Là, tu vas voir qu'on ne passera pas vite là-dessus parce que c'est toute une distinction. C'est ça? C'est une distinction, c'est une décoration? C'est une décoration. C'est une décoration. Ouais, c'est l'ordre, mais c'est un ordre. C'est un ordre. Donc, tu fais partie maintenant d'une secte? Bon, c'est pas une secte, là, mais ouais. Ben, puis il y a l'ordre. Puis la police a la même chose, l'ordre du mérite policier. Okay. Ils ont la même chose. Explique-moi, qu'est-ce qui te fait avoir cette En fait, c'est l'ensemble de ta carrière. C'est l'ensemble de ma carrière. Et puis, la majorité des commandants de brigade. Quand tu te rends commandant de brigade là, ou commandant de division, tu risques de l'avoir. Tu vas t'être admis à l'ordre. C'est pour l'ensemble de tes états de service. Mais il faut que tu aies servi avec très grande distinction. Ouais. Et c'est pas tout le monde qui l'a. Non. C'est pas tout le monde. Parce que tu peux avoir servi avec distinction, mais tu peux avoir servi aussi avec très grande distinction, que tu as fait quelque chose d'exceptionnel. Oui. On a beaucoup. Puis on a des gens qui l'ont eu, des fois, même comme lieutenant-colonel ou tout ça. Au même titre que nos adjudants-chefs, ceux qui, d'habitude, vont être sergents-majors régimentaires ou des adjudants-maîtres, mais j'ai même déjà vu un adjudant être membre lors du mérite militaire. Là. Donc, tu peux la recevoir. Il y a des quotas par grade, et puis c'est de même que c'est octroyé, que ce soit au niveau là, de membre, officier ou commandeur de l'ordre. Ils te remettent cette médaille-là de quelle façon? À la résidence du gouverneur général, c'est le gouverneur général qui va te la remettre. OK. Oui, avec le chef d'état-major de la Défense. Donc, les deux sont en avant, puis ils vont te la remettre. Les familles sont invitées. Est-ce que vous étiez plusieurs à recevoir cette décoration-là? Oui, d'habitude, là, t'en as pas loin de 80 par année de mémoire. Là, et c'est juste des militaires? C'est juste des militaires, pour l'ordre du mérite militaire. Militaire ou la police a sa propre, la police a sa propre cérémonie, là. Puis des fois, il y a même des gens qui vont la recevoir puis sont retraités. Oui. Tu sais, ça peut arriver, là. Bien sûr. Si on continue, dans l'ordre? Ça, c'est la croix du service méritoire. Ça, c'est... Pas vu ça, celle-là souvent, moi. Non. Ça, on est peut-être 250-300 qui l'a au Canada, dans les forces canadiennes. C'est pour mes états de service en Afghanistan que j'ai reçu celle-là. Tu veux t'expliquer aux gens c'est quoi ta position en Afghanistan? Oui, moi j'étais le commandant de l'équipe de liaison et de mentorat opérationnel. On entraînait l'armée afghane et on conduisait des opérations avec l'armée afghane. C'était pas juste des instructeurs. Donc, on mentorait, j'avais des équipes qui faisaient des opérations terrain avec l'armée afghane. Donc, tu pouvais avoir d'habitude... On parle du combat. On parle de combat, là, OK? On a mis aussi en place, à un moment donné, une équipe de mentorat pour la police afghane. On a des gros problèmes. Ce qui a été un petit peu plus périlleux. Oui. On avait un gros problème avec les postes de police afghans. Il y en a qui taxaient, il y en a qui se faisaient passer dessus, les checkpoints par les talibans. Donc, à un moment donné, le général Laroche, qui était mon patron, m'a dit, je te donne un peloton de police militaire, tu vas réorganiser ton organisation, puis tu vas mentorer aussi la police afghane. Et là, tu parles de gens qui n'ont même pas de formation de base, des policiers afghans. Là. Ça a été toute une aventure. On se rappelle, corrige-moi si je me trompe, mais il y avait l'armée milice afghane qui a précédé l'ONA, qui est l'armée nationale afghane. Ouais. Fallait amalgamer aussi est-ce que je peux dire ces criminels-là qui travaillaient à la solde de Warlord en Afghanistan? Ben, je dirais pas que c'est des criminels, là. Je veux dire, c'est dur de faire un check sur ces gens-là, mais c'est sûr qu'il y en a qui étaient... Toi, t'es capable de faire de la politique. Il y en a qui étaient, ouais... Il y en a qui étaet impliqués dans du trafic, là. C'est sûr et certain. Du jour au lendemain, changeait de camp, travaillait pour l'armée. Et puis, il n'y avait pas les vérifications de sécurité comme on avait.
Puis tu sais, en Afghanistan, on disait souvent, tu sais, t'étais là, tout le monde connaît... Tous les gens de l'ANA connaissent quelqu'un qui connaît un taliban. Ouais. Donc, et puis, il fallait dealer avec ça. Disons, j'avais un peu plus confiance en l'armée afghane parce qu'il y avait un encadrement, il y avait une chaîne hiérarchique, il était mentoré, il y avait une paye que la police afghane où on savait pas quand est-ce qu'il était payé ou s'il allait être payé ou pas. Ouais. Donc ça, puis il n'y avait aucune formation de base, il n'y avait pas d'école, il n'y avait rien, il y avait très peu de policiers qui étaient formés. Là. Donc ça a été toute une aventure, mettre ça en place. Ouais. Et oui, c'était Et de conduire des opérations aussi. Et de conduire avec des opérations. Interprètes. Oui, puis l'autre problème qu'on avait, c'est qu'il y avait une méfiance entre l'armée nationale afghane et la police afghane. Donc là, tu sais, tu veux faire un cordon extérieur, tu mets tes policiers afghans, cordon intérieur, tu mets l'armée afghane, puis là, ben, tu avais une compagnie du groupement tactique qui allait conduire l'opération ou qui allait être soutenue par les forces afghanes, l'armée nationale afghane. Déjà que fallait que je dise, moi, avec une méfiance entre les gens du groupement tactique qui étaient déployés et mes soldats de l'ANA. Tu sais? Puis des fois, on a eu des conversations. Je me souviens qu'on était très méfiants, surtout méfiants. la nuit. La nuit, ben, moi, en fait, sur les postes d'observation, bien souvent, j'avais toujours des Canadiens qui montaient la garde. On n'avait pas le choix, là. On n'avait pas le choix. On dormait pas bien. On dormait pas bien. Il y avait souvent de la désertion. C'était correct, ça, c'était pas trop menaçant. Ouais. Mais de penser qu'il allait peut-être avoir un attentat à l'intérieur de... Ça, c'était stressant. C'était vraiment stressant. Oui, mais on a quand même formé de très bons soldats. Oui, je pense qu'ils ont fait un très bon travail en général. Oui, mais c'était très périlleux. On a vu souvent, on a conduit des opérations à un moment donné où le leadership afghan s'est complètement effondré. Donc, moi, j'avais des adjudants. De peur? À cause de la menace. Oui, il y en a, c'est arrivé, là, où ils figeaient complètement. Ouais. Moi, j'ai vu des adjudants prendre le contrôle de compagnies afghanes. Ouais. Puis ils ont continué avec l'assaut, là. Donc, ça prenait... il fallait, développer l'élément de confiance entre les troupes canadiennes puis l'armée afghane. Ça a été compliqué. Mais j'ai eu la chance de travailler avec un gars qui s'appelle Alain Gauthier, qui commandait le groupement tactique. On avait servi ensemble avant, on se connaissait, puis... Il nous a donné une chance aussi. Là. À un moment donné, moi, j'avais un job à faire. Puis il m'a donné des ressources que j'avais besoin pour que l'armée afghane ait certains succès. C'était quoi le succès? C'est quoi la recette du succès avec l'armée nationale afghane? Ben, je veux dire, t'es là pour les coacher, t'es là pour les entraîner initialement, aider à les entraîner. C'était quoi leurs grands besoins? T'es là pour beaucoup d'organisation. OK? C'était beaucoup au niveau de l'organisation, puis de leur montrer à tirer. Okay. Ils ne savaient pas tirer. Ce que nous, on apprend à l'école de recrues. Ce que nous, on apprend à l'école de recrues, eux, ils avaient de la misère à viser et à tirer. Combien avaient besoin de lunettes? Ben, c'est ça aussi. Une tonne. Une tonne. C'est qu'on n'avait pas ça parce que l'équipement, je le dis parce dans que, une certaine mesure, ils l'avaient. Moi, des fois, incompréhension dans action-réaction, mais quand tu prends en considération, justement, des problèmes de vision, problèmes auditifs, parce qu'ils ont vécu dans du bombardement toute leur vie, pas capable de lire, quand même qu'il y aurait des belles lunettes, pas capable de lire. Fait que t'as à composer avec tout ça, c'est vraiment pas évident. Mais de leur montrer les rudiments de base, là, d'être soldat, c'est là qu'on partait, là. Et puis, au niveau des chefs, certains s'étaient battus, étaient commandants de bataillon, là, on en avait un pour le 2e Kandak, là, il avait servi, lui, là, contre l'armée soviétique, là. Donc, eux autres, ils étaient capables là, de faire avancer les choses, ça bougeait beaucoup. Ils n'avaient vu d'autres. Ils n'avaient vu d'autres, mais là, il fallait les amener dans notre mission, parce que l'armée afghane à Kandahar est en soutien de la mission des Canadiens, que c'est de faire travailler tout ce beau monde-là ensemble, pour que tout le monde se fasse confiance. Puis tu sais, t'étais là, comment c'était. Ça pouvait être compliqué par bout, là. Très compliqué. Très compliqué de différencier qui est qui aussi. Tu sais, à un moment donné, j'ai eu une discussion, là, puis on a tous participé à des cérémonies de la rampe, là. Tu sais comment c'est, là, puis ils perdent du monde. Tu fais ça, là, à un moment donné, t'es assis avec ton patron, puis d'autres commandants d'unité, puis là, t'as perdu 2-3 gars. Là, le commandant te regarde, puis il te dit, coudonc, toi, il dit, comment tu n'as perdu d'Afghans? Là, je suis obligé de répondre à mon patron, de dire, écoutez, là, on ne commencera pas à compter le nombre de morts ici pour savoir qui a du succès ou pas, là. Tout le monde était là. C'est malheureux ce qui arrive, mais tu sais...
On est obligé d'en faire une statistique. Ouais, on n'a pas besoin de parler de ça. Là. Mais tu sais, ça devenait émotionnel au niveau canadien parce qu'on perdait du monde. Oui. Je suis dans ma tête. Là, il a enlevé les photos, puis là, il a enlevé mes Il a enlevé les photos. Mais c'est pas grave. JF en régie, est-ce que tu veux me remettre la photo, s'il te plaît? Mais, regarde, il y a des déploiements. Ça, c'est la médaille de la service en Afghanistan. Exactement. J'ai servi en Europe 3 ans, en Allemagne. Oui. J'ai servi la médaille des Nations Unies. Qui était pour la Bosnie? Non, c'est celle en dessous. Celle-là pour la Bosnie? Ouais, Croatie Oui. en 93, Chypre en 92. Ah, c'est la décoration des forces armées. Ça, c'est celle là, des Nations Unies, là, quand on a gagné le prix Nobel de la paix. Là. Oui. Donc, il fallait que tu aies fait une mission avec l'ONU. Ouais, t'as Chypre après. Là, t'as Irak-Koweït. Oui. Il y en a 2 parce que ça a été une mission d'1 an. Oui. Après ça, ça a été la Croatie avant ça, 93-94. Jubilé de la Reine, et puis après ça, ben c'est les 60 ans, celui-là? Le dernier jubilé. Là, oui, 2002, bleu. 2002. Oui, puis OK, après parfait. ça, ben là, t'as la décoration de 2012, force canadienne. Là, fait que... Avec la rosette, qui signifie plus de 22 En fait, il me manque une rosette. J'avais pas ma... Moi, j'ai sorti, j'avais presque 32 et 11 mois et quelques. Là, tu vas recevoir ta rosette dans 4 ans. Non, je suis plus en service, là, fait que... Mais ils vont te l'envoyer? Hein? Ils vont te l'envoyer? Non. Non? Ben, moi, c'est parce que j'avais pas encore mon temps, mon 32 ans lors de cette photo. Comprends. Tu la mérites pareil. Merci pour ton service, Stéphane. J'aimerais ça qu'on passe à une autre photo en régie. Ouais. J'ai... parce que j'ai envie de parler avec toi de la relation que tu avais avec les troupes. Ouais. Puis là, la photo m'amène là parce que c'est... Ben, décris-moi la photo. OK, ça c'est un cadeau que j'ai donné quand j'ai quitté la division, je prenais ma libération des Forces armées canadiennes. Puis tu sais, tu fais jamais tout seul dans l'armée, tu as toujours du monde alentour de toi. Puis l'individu qui est sur la photo, c'est le caporal Gagné, Pierre Gagné. Pierre, c'est un gars que j'ai connu quand j'étais major au 2e bataillon. À un moment donné, je suis tombé pendant une courte période comme commandant adjoint de bataillon par intérim là, pour un exercice, tout ça. C'était lui le chauffeur. Que c'est devenu mon chauffeur pendant un exercice au complet à Gagetown, puis dans ce temps-là, tu te déployais pour 5 semaines facile, 5-6 semaines. C'est là que j'ai appris à connaître Pierre, puis il prenait réellement soin de son major, tout ça, puis tu sais, c'était quelqu'un hyper dévoué. Quand je suis arrivé à la 5e brigade, qui était rendu le chauffeur du commandant de la 5e brigade, c'était Pierre, que ça a été mon chauffeur pendant 2 ans. Tu l'as gardé? Bon, oui, je l'ai gardé, tu sais, on s'entendait bien, puis tu sais, un gars autonome. T'as pas besoin d'y dire quoi faire. Le véhicule, il est toujours top-notch. Ouais. La Jeep, t'es toujours top-notch. Tu sais, et les 2 véhicules de fonction. Quand je suis arrivé à division, là, lui avait demandé un transfert à 1 an avant que j'arrive à la division. Fait qu'il était le chauffeur aussi. Ça a été mon chauffeur pendant 2 ans, encore. Que, tu sais, une longue relation avec le caporal Gagné. Puis, Caporal Gagné, c'est intéressant parce que c'est un gars qui avait pas la langue dans sa poche. Puis il y a une belle anecdote là-dessus. Là. Il avait pas peur de me dire. Je posais des questions, puis il me disait ce qui se passait. Est-ce que tu allais chercher le pouls avec des troupes? Oui, tu vas chercher le pouls. Ben oui. À un moment donné, là, j'avais passé beaucoup de temps. Ça fait drôle à te faire dire ça, mais j'écrivais le mot du général commandant pour publier dans la TSUM. OK? Fait que là, je fais lire ça au caporal Gagné. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Il dit, je vais être bien franc avec vous, général. Là. Il n'y a personne qui lit ça, ces affaires-là. Ah, ouais. Ah, le monde, ils veulent juste partir en congé. Ils lisent pas ce que le commandant veut dire ou des affaires de même. Il dit, ouais, peut-être que la méthode n'est pas la bonne. Mais tu sais, il me l'avait dit. Là, il avait pas peur de me dire des affaires. Là. Est-ce que tu as changé la façon de faire? C'était la dernière année avant que je parte. Okay. J'ai gardé le mot. Ouais. Mais j'ai ajusté le mot. T'ajustes le mot. Faut que tu sois capable d'écouter. C'est vrai que c'était peut-être pas le meilleur médium non plus pour parler aux troupes. C'était pas le meilleur médium. Puis là, on commençait à tomber dans... on avait, au niveau des affaires publiques, commencé à développer là, des messages vidéo. Qu'on avait commencé à faire des messages vidéo aussi. Là. Je pense que ce qui pogne un peu plus. Ben oui, ce qui avait un meilleur impact. Ce qui pogne un peu plus. Là. Mais, tu sais, moi, j'ai toujours aimé côtoyer les gens de la troupe, les sous-officiers, parce mon père, je t'ai dit qu'il était sous-officier avant, il est rentré puis il est devenu officier.
Mon beau-père aussi était un sergent mécanicien. Que j'ai été entouré, moi, là, pendant toute ma carrière militaire, que ce soit mon père ou mon beau-père, c'était des anciens sous-officiers, là. Puis, très tôt dans ma carrière, on commençait à me parler de comment les officiers, puis c'était quoi les relations officiers-sous-officiers, puis qu'est-ce que la troupe avait besoin, c'est quoi ce que les gens s'attendent de leur patron. Est-ce que tu as été élevé avec le fait qu'il faut toujours garder une distance avec la troupe? Je me suis toujours gardé, personnellement, une certaine distance. Je n'ai jamais tutoyé un de mes sous-officiers. Jamais. Par respect ou pour garder cette distance-là? Par respect. Moi, quand j'entendais, là, un jeune officier tutoyer son adjudant, là, les oreilles voulaient me tomber. C'est pas de même que j'ai été élevé. Il y a un certain respect à avoir. Et du respect va venir aussi. Tu n'as pas besoin nécessairement de maintenir cette distance-là lorsqu'il y a du respect. Là. Mais c'est important de l'avoir parce que des fois, là, tu vas avoir des décisions difficiles à prendre. Tu peux pas être chummy avec tout le monde. C'est pas vrai. Là. Ça, je crois pas à ça. Ça t'empêche pas de leur parler. Mais bon. Puis moi, j'ai toujours dit, tu sais, ça c'est mon motto, là, mais je disais, tu sais, à la fin de ta carrière, là, peu importe le grade que tu as, tu vas faire la file chez Tim Hortons comme tout le monde. Tu sais, c'est un peu ça, la vie. Là. Fait que faut faire attention. Les histoires de grade, oui, c'est bon, à l'ouvrage. Puis je pense que les gens vont toujours... Tu sais, même les gens me vous voient encore bien souvent, tout ça, puis je suis pris pour leur dire, regarde, je suis plus... Il y en a qui t'appellent encore mon commandant? Ouais, mon général, des fois. Surtout quand on se voit pas souvent, là, tout ça. Mais tu sais, je suis sorti en 2016, là. Mais tu sais, c'est bien correct. T'es à l'aise avec ça? Ben, je suis à l'aise avec ça, mais je leur dis aussi, regarde, là, c'est fait, là. J'ai appris cette semaine, puis j'aurais dû y réfléchir avant, ça m'a sauté d'en face. J'ai réalisé que les gens qui ont été en position de commandement, qui ont eu une réelle influence sur des individus, et souvent jouent un rôle de mentor. Je ne sais pas si ça a été ton cas, mais je réalise que quand ils sont en difficulté, puis souvent, on en a beaucoup qui sont dans leur sous-sol, en consommation, d'être interpellé ou de se faire offrir de l'aide par quelqu'un qui a été significatif avec un rang plus haut que eux dans l'armée, peut avoir des chances de succès plus grandes. J'ai de la difficulté j'ai pas de difficulté à le comprendre. Cette personne-là a été importante, mais je réalise que si certaines personnes qui ont eu beaucoup de gens sous leur commandement s'impliquaient avec des vétérans qui sont en difficulté, ça pourrait avoir aussi un effet positif. Je vais juste le nommer comme ça parce que c'est quelque chose qui est nouveau, que j'avais pas dans ma tête avant. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est exemple, si tu sais que, je sais pas moi, un caporal un tel qui était sous ton commandement, qui n'arrache, qui a des pensées suicidaires. Puis là, on dit, Stéphane, on aimerait ça te solliciter, tu veux-tu parler à ce gars-là? Il me semble que tu avais une bonne relation dans le temps, puis il t'estimait. Que ça avait un impact au niveau de je pense que la majorité, que ce soit des sous-officiers ou des officiers, se ferait demander d'aller donner un coup de main, ils le feraient. Ça fait partie de la culture dans laquelle on a été élevé. Jamais laisser personne derrière. Fait que, mais c'est comment se faire mettre en contact. Moi, quand j'ai sorti des forces en 2016, je voulais pas avoir de regrets. J'ai coupé les ponts avec les forces canadiennes. Ils m'ont pas vu pendant 2 ans là, dans les cérémonies. Puis c'est correct de même. J'avais une job dans le civil, puis je voulais réussir ma transition dans le civil, que c'était pas en gardant un pied dans le militaire. Que des fois, à un moment donné, en coupant le contact de même, comme bien des gens, là, comment les gens pensent à toi pour dire, tu pourrais-tu aller parler à un tel ou à une telle? Mais dans des conditions comme ça, moi, je suis sûr que les gens là, seraient contents là, de le faire. J'ai vu quelque chose qui m'avait impressionné quand j'étais commandant de division à Montréal. Un de mes prédécesseurs, Christian Barabé, avec l'adjudant-chef Saint-Pierre, un 22. Christian Barabé était un artilleur. Il m'avait invité pour une fin de semaine, c'était au lac Sakakomi, puis il organisait une fin de semaine pour des vétérans. Des vétérans là, qui étaient en difficulté, là, qui étaient brisés, là. Stress post-traumatique, et puis toutes sortes de problèmes. Puis ces deux-là, seuls,
gérait une quinzaine de vétérans. Là. Elle leur faisait faire des activités, tout ça. Là. Puis j'ai vu que c'était tellement demandant de leur part. Là. Oui. Puis ils s'investissaient là-dedans. Là. Il y a moyen que ça arrive. Il y a moyen. Qu'est-ce que tu penses du système de décoration des Forces armées canadiennes? On en a-tu assez? On en a-tu pas assez? Est-ce qu'on devrait valoriser davantage nos troupes? Est-ce que ça a un impact sur le patriotisme? Ben, ça, c'est des discussions qu'on a eues à un moment donné. Quand on a commencé à aller en Afghanistan, il y avait même, on a regardé ce que les Américains, puis ça nous a toujours impressionnés. Là, les Américains ils donnent des médailles. Là. Des fois, ils en donnent pour tout et pour rien. Ouais, ils donnent des médailles pour des cours. C'est ça. Des cours complétés. Des cours complétés, tout ça. Mais je pense qu'on est un peu gêné dans les forces canadiennes, et on l'a été, puis on est encore un peu gêné de reconnaître, de décorer nos gens qui ont fait des choses significatives. C'est pas dans la culture canadienne. Puis la meilleure ça part-tu de la couronne britannique? Ça part-tu de... Non, je pense que... Non, héritage, non, parce que je regarde, les Britanniques... De conquis? Je sais pas. Non, je pense pas. C'est dans la nature de l'institution. Tu sais, on a été une armée de paix pendant longtemps. Là. On a eu du succès à la Deuxième Guerre mondiale. On a déployé des gens à la guerre de Corée. On a perdu des troupes à la guerre de Corée. Puis après ça, on est tombé un peu à l'oubli. Il faisait partie de l'OTAN. On avait des troupes en Europe. Mais tu sais, il n'y a pas eu de combat. Puis les seules missions qu'on avait, c'était on allait à Chypre. Il s'est passé des actions à Chypre. Il y a des gens qui ont été décorés au début. Là, mais cela étant dit, je trouve que c'est pas nécessairement dans la culture canadienne. Puis je regarde, puis tu parlais des Britanniques. À Kandahar, les Britanniques étaient déployés dans le coin d'Herat. Il y a des gens qui se sont vus octroyer la croix de Victoria. On a la croix de Victoria pour les Canadiens. Est-ce que tu veux expliquer la croix de Victoria pour les auditeurs? Ben, la croix de Victoria, c'est la plus... Initialement, ça a été créé par la reine Victoria. C'est la décoration la plus importante au niveau du Commonwealth qu'un soldat peut avoir. Puis ça, c'est pour un acte, un acte de bravoure incommensurable. Tu peux avoir donné ta vie ou tu peux avoir été blessé au combat, puis tu continues d'engager de l'ennemi. Un peu comme Léo Major. Exactement. Puis on a des gens, des Canadiens qui en ont eu à la Deuxième Guerre mondiale. Les Britanniques en ont donné pour l'Afghanistan. Nous autres, on n'a rien donné de ça. Et pourtant, moi, là, j'étais sur le comité, les commandants d'unité avec les sergents-majors régimentaires. En Afghanistan, on faisait partie du comité des honneurs et récompenses. Et puis, on avait des gens du quartier général d'Ottawa qui descendaient. À l'époque, c'était CEFCOM, là, qui s'occupait des opérations outre-mer. Ils descendaient. Il y avait des gens qui s'étaient spécialement attitrés à ça. Puis là, on avait des quotas à respecter. On se faisait dire, tu sais, tu peux pas avoir trop plus de récompenses que l'autre auto. Ils essayaient de maintenir un certain niveau pour pas que ça dérape. Mais en même temps, puis je comprends ce qu'il voulait dire, parce qu'il faut qu'une décoration, ça veut dire quelque chose. Faut pas que tu parles de la signification de la décoration. Exactement. On a des gens qui ont fait des choses incroyables. On aurait pu en donner plus, même s'il y avait un débalancement entre une rotation ou un autre. Et on sait qu'à Kandahar, sur la période qu'on a été déployé, tous les tours n'ont pas été égaux, là. Que moi, j'accepte le fait que s'il y a des gens qui ont été pris dans l'opération Médusa, qui ont risqué leur vie, qui ont fait des affaires extraordinaires, peut-être qu'il y en a qui auraient dû avoir la croix de Victoria. Peut-être que sur notre tour, il y a des gens qui seraient possiblement qualifiés pour ça. Puis, en fait, il y a certains qui ont reçu la médaille du sacrifice, qu'on aurait pu leur octroyer une autre médaille que ça. Oui. Moi, j'ai des gens qui ont eu l'étoile de vaillance. Des actes de bravoure incroyables. Des mentions in dispatch, des mentions à l'ordre du jour. Puis les porte fièrement, puis c'est un honneur non seulement pour l'individu, mais pour son unité. Ouais. Les gens qui ont entraîné cet individu-là, tu sais, on est un peu... on pourrait devenir des héros de guerre. Oui, puis on en a eu des héros de guerre. On en a eu, mais on a été gênés dans nos... ça vient pas justement de notre héritage. Puis même entre nous autres, à un moment donné, comme moi, je vais te donner un exemple, tu sais, t'as le groupement tactique. Il y a 800 personnes dans le groupement tactique, tout ça. Moi, j'avais une unité de 162 individus. Mais des gens qui étaient déployés avec des Afghans. Puis là, à un moment donné, j'ai eu une conversation philosophique avec un de mes pères. On dit, ça marche pas, là. Tu t'en soumets autant que le groupement tactique.
J'ai dit, ouais, mais j'ai dit, moi, là, j'ai dit, mes gens sont sur toutes les opérations du groupement tactique avec les forces afghanes. Que vous autres, des fois, vous allez avoir la compagnie A qui fait une opération. C'est mes gens. Le lendemain, c'est la compagnie B. C'est encore les mêmes de chez nous qui font une opération. Fait qu'on a même eu ce débat-là philosophique à l'interne. Parce qu'on avait les restrictions d'Ottawa, certains quotas non définis, mais il y avait quand même certains quotas, puis on se le faisait dire. Si on y allait un peu trop fort. Oui. Puis... J'imagine que c'était une décision politique, c'est ça qui redescendait de... Pas nécessairement une décision politique, c'était des décisions du leadership. L'état-major. De l'état-major. OK. De l'état-major. Intéressant. Mais on a donné des décorations. On aurait pu en donner plus ou on aurait pu relever le niveau de la décoration que certains ont eu. Est-ce que tu penses qu'on l'a pas assez non plus publicisé, présenté au public? Tu sais, on le fait souvent entre nous. C'est couvert par Army News, c'est couvert par nos propres médiums, mais souvent, puis il y en a que ça va jusqu'à l'Assemblée nationale du Québec, le Parlement à Ottawa, mais j'ai l'impression que ça pourrait faire une différence que tous ces désignations-là, ces décorations-là, soient faites davantage à la place publique au travers des médias traditionnels. Je vais te donner un exemple, je trouve que ce qui est bien, là, les médailles de bravo pour le public. J'ai déjà été à des cérémonies à la maison du gouverneur général, la résidence du gouverneur général à Citadelle. T'as des policiers, des citoyens qui reçoivent les médailles pour des actes de bravoure, tout ça. Puis c'est incroyable. T'écoutes ce qu'ils ont fait des fois, là. Puis les autres, ils disent, je méritais pas ça, j'ai juste fait mon devoir. Mais on les passe en entrevue à radio, là. Oui. Ces gens-là, là... Pour avoir, exemple, réanimé une dame qui a été... Exactement, où ils sont rentrés dans une maison en feu, ils ont sorti quelqu'un, pas d'équipement, rien. Oui. Nous, on a fait l'équivalent de ça. En théâtre, on n'en parle jamais. Exact. On aurait des gens là, qui ont été décorés, qui auraient des histoires incroyables à donner. Tu sais, puis c'est pas juste des vidéos qu'il faut faire pour le musée de la guerre à Ottawa ou pour nos musées régimentaires. Je pense qu'il faut que ça soit publicisé. Puis ça viendrait donner un élément de fierté additionnel envers notre armée. Puis moi, je pense, au Québec... Ça pourrait favoriser le recrutement, ça pourrait servir de programme de rétention. Il y a tellement de choses que je pense, là. Tu sais, puis moi, j'ai eu la chance de commander les soldats du Québec. Puis je peux te dire que les Québécois, bien qu'on a une relation des fois amour-haine avec nos forces armées canadiennes, le Québec a donné des soldats extraordinaires à l'armée canadienne puis aux forces canadiennes. On n'a pas à rougir. Nos gens sont bons. Puis quand c'est le temps, ils sont là. Ils ont fait des affaires vaillants, incroyables. Ils sont courageux, ils sont braves. Oui. On n'a pas à rougir. Mais on n'en parle pas. Ouais. Puis on a des faits d'armes. C'est pas juste on a cette nature-là. On a des faits d'armes pour le prouver. Oui. Puis je pense que dans l'avenir, ça va être davantage d'en faire la promotion, ou du moins de dresser l'histoire. C'est d'en parler. C'est comme tu as des gens qui vont au musée de la Citadelle à Québec. À Québec, puis des fois, ils se disent « Mon Dieu, je savais même pas que ça existait. Puis je suis rentré là parce qu'il pleuvait dehors, puis on cherchait un abri, puis là, ils se ramassent dans le musée, puis ils sortent de là. Ils disent « Wow! Ouais. Je savais pas qu'on avait fait tout ça. » Puis finalement, ils tombent face à face avec un vétéran combattant de l'Afghanistan, puis c'est avec lui qu'ils jase. Ouais. C'est ça qui est extraordinaire. Et pour ceux qui ne le savent pas à la maison, vous allez au Musée canadien de la guerre, vous allez au musée du Royal 22e Régiment à la Citadelle de Québec, vous allez parler à des vétérans qui vont vous aider dans votre parcours, dans votre visite, dans votre découverte, là, justement, de notre histoire militaire. Puis soyez pas gênés de la partager parce que, comme tu l'as mentionné, Stéphane, on n'a pas à rougir devant personne. Tu as mentionné en pré-entrevue que je sais pas si tu veux aller là. C'est toi. Il y a un padri, Jean-François Noël, qui est venu sur le Soundcheck Podcast, qui parlait de sa relation comme aumônier avec la chaîne de commandement. Oui. Toi, ta relation avec les aumôniers qui ont été des conseillers spirituels dans tes positions de commandement, c'est quoi la relation que tu avais avec? Moi, je trouve que c'est des relations qui sont précieuses. J'ai vécu, tu sais, comme jeune capitaine, dans les unités, l'aumônier,
c'était un chum. C'était quelqu'un qui était capitaine comme toi, puis qui participait aux activités. Puis plus tard, ben, quand tu as une position que tu sois major ou que tu commandes un bataillon, ou même la brigade, il y a des aumôniers qui nous conseillent à différents niveaux. Mhm. Puis c'est un véhicule qui est extraordinaire, pour aider les gens. Puis je dirais pas aider la troupe, aider les gens, parce que peu importe le grade, tout le monde a déjà parlé bien souvent à un aumônier, puis ils le diront pas. Puis c'est ça la beauté des aumôniers, c'est qu'ils sont capables, il y a cette relation de confiance puis d'écoute qui se bâtit. Et puis bien souvent, malgré le fait là, qu'on a une chaîne de commandement, on a des sous-officiers, on a des jeunes officiers, l'aumônier peut faire une différence parce qu'il a accès directement au commandant. Puis il peut dire, avez-vous considéré cet aspect-là? Moi, j'ai parlé, je sais, là, vous avez parlé à l'adjudant-chef, puis vous avez parlé au commandant de compagnie, puis on peut pas faire ça, mais des fois, là, l'aumônier va avoir des confidences des gens qui en ont besoin, puis que ça va être amené directement au commandant. Donc, c'est une relation ce que j'appelle d'exception. Moi, j'ai toujours eu des aumôniers où quand ils me dérangeaient, là, puis ils me dérangeaient pas, je veux dire, mais quand ils venaient me voir, là, c'est parce que c'était important. Parce que c'était important. Puis c'est vrai qu'il y a déjà, on n'est pas tous égaux, là, je veux dire, il y a peut-être des gens de mes anciens confrères, consoeurs, qui ont peut-être pas toujours voulu considérer ce que les aumôniers disaient, là. Mais en grande tu peux être à l'écoute sans nécessairement être d'accord avec t'as pas besoin la proposition. T'as d'autres aspects à considérer également, tu sais. Mais ça vaut la peine d'écouter. Ça donne une autre perspective dans le cheminement de la décision. Est-ce que c'est nécessaire la position d'aumônier quand tu sais que ton adjudant-chef, ton adjudant-maître, tes adjudants sont là pour faire un peu le même travail, même s'ils n'ont pas cette responsabilité-là, vont opérer et vont faire le même travail auprès des troupes? Est-ce que la position d'aumônier aujourd'hui est encore pertinente? Oui. Parce que un aumônier, même s'il porte un grade, c'est avant tout un conseiller spirituel, quelqu'un qui va écouter. Il y a des choses qui vont se dire aux aumôniers que ce soit nos soldats ou nos jeunes officiers ou peu importe qui, là, nos officiers, nos sous-officiers, sont pas prêts à dire à la chaîne de commandement. Parce qu'on est entraîné à pas mettre un genou à terre. T'sais, on est tous fiers. L'esprit de groupe, c'est fort. Même qu'il y a des conséquences à être... Les conséquences peuvent être déplorables également. À vouloir s'absenter. Ouais. Ça fait que des fois, tu as réellement besoin de mettre un genou à terre et les aumôniers sont là, pour discuter avec l'individu, l'écouter, discuter de différentes alternatives avec les individus parce qu'ils sont au courant de certains programmes qui existent que nos sous-officiers ou nos jeunes officiers ne connaissent pas nécessairement. Puis, c'est bon d'avoir c'est une soupape aussi, un aumônier. Tu sais, au Québec, on aime dire, puis au Canada, en fait, dans la société en général, tu sais, la spiritualité, ça s'est perdu pas mal. Mais moi, je me souviens, puis t'étais sur le même tour, là. Quand les padrins ont commencé à distribuer les petites croix, là. Oui, j'ai encore des croix comme ça. Qui traînent à droite et à gauche. Tout le monde les portait, les croix. C'est vrai. Parce que quand ta vie est en danger, la spiritualité, ça revient. Les gens n'allaient pas nécessairement aux messes du padré, tout ça. Mais le padré est là aussi pour écouter. Et ça fait du bien des fois. C'est une soupape supplémentaire, c'est un instrument supplémentaire. Tu n'as pas besoin de passer à travers le système médical, tu n'as pas besoin de passer à travers ta chaîne de commandement. Tu as quelqu'un de neutre qui va t'écouter. Et ça, pour un commandant, c'est de l'or en bord. De quoi es-tu le plus fier? L'ensemble de ma carrière. Je pense que, je veux dire, moi, là, quand je suis rentré dans les forces, j'avais pas de bac. J'ai fait mon bac. La moitié de mon bac, je l'ai fait dans mon sous-sol. Après ça, les forces m'ont envoyé finir mon bac à l'Université d'Ottawa. Puis après ça, j'ai fait mes maîtrises. En quoi tu as fait tes maîtrises? Ben, ton bac et tes maîtrises?
Mon bac, c'est en sciences politiques. Oui. Oui, j'aime bien la politique. Parfait. On va finir le podcast avec une question politique. Ma première maîtrise, c'est une maîtrise professionnelle sur les études de la défense, puis la deuxième, c'est sur les questions de sécurité et défense. Okay. C'est une maîtrise académique que j'ai faite là, avec le collège militaire. Mm-hmm. Fait que moi, quand je suis rentré dans les forces, là, mes patrons qui m'ont dit « Tu seras jamais major ». Puis ma carrière m'a amené à pas seulement être major, j'ai commandé à tous les niveaux. Bataillon, brigade, division. Fait que ça, je suis fier. Peut-être plus émotionnel, mais la deuxième partie, c'est j'ai gardé ma famille ensemble. Ça, c'est important. Ils ont souffert, là. Je veux dire, il n'y a pas de bout, là. Je veux dire. D'être déraciné, d'être déraciné, les mutations. Mon épouse avait perdu sa job à plusieurs reprises parce que les jobs n'étaient pas protégés, là. Fait que tu recommences toujours à zéro, tu n'as plus d'ancienneté, tu n'as plus rien. Comme bien des militaires vivent aujourd'hui. Ouais. Mon épouse, elle a vécu ça également. Puis elle a gardé la famille ensemble. Fait que ça, c'était elle qui est le pilier de la famille. Hein? C'était le pilier de la famille. C'était le pilier de la famille, là. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, ça se fait plus. On a des congés de parents, des congés de maternité, les congés parentaux. Puis moi, j'étais commandant de bataillon quand les congés de parentaux pour les militaires sont arrivés, là. C'était tout nouveau. On n'avait pas ça avant, là. Moi, là, ma deuxième, ma petite, ma plus jeune, là, parce que je l'appelle ma petite, je veux dire, mon épouse s'est fait déclencher que je puisse la voir parce que 3 jours après, je partais en exercice pour 1 mois et demi à Gagetown. Puis je pouvais pas partir parce que le commandant de joint de bataillon était tombé malade puis ça en prenait un. Fait que je suis parti pendant 1 mois et demi. Là. Ma femme qui a géré ça, là, puis elle en avait déjà une autre de 2 ans et demi, de 2 ans à maison. Fait qu'elle a demandé d'être déclenchée pour que tu puisses assister ouais, à j'ai assisté à ça aujourd'hui. Tu dis le monde, il trouve ça effrayant. T'as coupé le cordon puis t'as mis ton sac à dos. C'était un choix de mon épouse. Tu sais, elle a dit correct. Moi, je voulais absolument assister. Puis après ça, puis tu sais, quelques mois plus tard, je partais pour 1 an au Koweït puis en Irak. Fait que, tu sais, d'avoir gardé ma famille ensemble, c'était hyper important, là. Le clan, là, c'est important. Il nous reste une couple de minutes, puis j'ai envie de t'entendre sur l'importance à une autre époque. Peut-être pas aujourd'hui, l'importance qu'un commandant ait une famille unie. Est-ce que c'est vrai que certains qui n'ont pas obtenu des postes de commandement parce que il n'y avait pas cette image-là d'avoir une famille, une femme, des enfants? Moi, j'en ai jamais, tu sais, j'ai souvent entendu parler d'histoire, là, mais on n'a jamais mis de pression, tout ça. Okay. Je vais te donner un exemple. Par exemple, un commandant célibataire dans le temps où ce que j'étais, c'était... t'envoyais pas bien, les gens d'habitude. Puis à ce niveau, au stade de cette vie-là, où ce que t'es rendu, bien souvent, tu vas avoir une famille. Puis les forces se sont adaptées, là. On n'est plus... on n'est plus là. Je veux dire, les familles reconstituées, ça devient un peu la norme. Ce qu'on cherchait, c'était des individus qui étaient surtout balancés. C'était surtout ça, je pense, que la crainte dans le temps, parce qu'à un moment donné, tu commandes des jeunes, mais ton bataillon est rempli aussi de militaires qui ont des familles. Si le commandant est même pas capable de comprendre c'est quoi prendre soin d'une famille, je pense que c'était peut-être la crainte. Puis oui, dans les années 70, dans les années 80, c'était toujours probablement mieux vu. Mais maintenant, là, quelqu'un peut progresser dans le grand, même s'il n'est pas marié ou il n'y a pas de problème là. Je veux dire, ce que les gens s'attendent à un commandant, c'est qu'il soit droit. Qu'il fasse la bonne chose. Mais je pense que c'est ce que tu as fait, Stéphane Lafaux, tout au long de ta carrière. Merci pour ton service militaire. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci beaucoup. J'ai adoré connaître, sous ton commandement, le militaire. J'ai adoré découvrir l'être humain que tu es. Je sais aujourd'hui, tu voyages beaucoup avec ta nouvelle conjointe, tu fais le tour du monde. Merci aussi de continuer à partager ça, ces réseaux sociaux, de servir autrement. Merci d'être là pour moi, pour la communauté et pour ta famille.
Pas de problème. Merci d'avoir participé au Soundcheck Podcast. Merci infiniment tout le monde. Encore une fois, allez vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, la chaîne YouTube pour tous les épisodes intégral et gratuits. Bien entendu, activez la petite cloche pour du contenu exclusif. J'ai adoré d'être avec vous parce que c'est ça le Soundcheck Podcast. On essaie de faire découvrir l'humain en arrière des hommes et des femmes qui choisissent le service. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode Soundcheck Podcast Studio. Ciao.